l'histoire de la Savoie. Bonjour à tous. Quand on vous dit Savoie, vous pensez peut-être à un balcon de chalet face au Mont Blanc qui rougeoie dans les derniers feux du soleil, une fondue au reblochon qui mijote derrière vous, la fraîcheur de la montagne, qui sait. Mais derrière ces alpages qui nous font rêver se cache une histoire fascinante. Car cette terre de sommets et de vallées a vécu 1000 ans d'indépendance, de grandeur européenne et de résistance acharnée avant de devenir française. Des comtes aux ducs, des rois de Sardaigne à Napoléon III, comment ce petit pays de montagne a-t-il bâti l'un des plus anciens États d'Europe ? Pourquoi a-t-il fallu un plébiscite pour que les Savoyards acceptent de devenir français ? Alors, prêts pour l'ascension ? On va découvrir tout ça ensemble. Première escale, la préhistoire alpine. Alors les Alpes, ce n'est pas que de la neige et des chamois. Dès le néolithique, vers moins 3000 ans, des populations s'installent dans les vallées. Otzi, l'homme des glaces, qui a été découvert dans les Alpes autrichiennes en 1991, nous rappelle que nos ancêtres montagnards sillonnaient déjà ces massifs il y a plus de 5000 ans. Et en Savoie même, les sites de Chassé-le-Camp ou les gravures rupestres du mont Bégaud témoignent d'une occupation ancienne. Au lac du Bourget, on a découvert des villages sur pilotis datant de l'âge du bronze. Nos ancêtres lacustres construisaient déjà leurs chalets sur l'eau. Et ces premiers Savoyards étaient déjà des spécialistes de la montagne. Ils exploitaient les mines de cuivre, ils échangeaient avec des peuples des plaines, ils franchissaient les cols. Oui, parce que être savoyard, c'est déjà apprivoiser la montagne. Passons un peu de temps maintenant, arrivons à l'époque romaine. Alors à l'époque romaine, la Savoie s'appelle la Sabodia. Et quand César conquiert la Gaule, les peuples alpins résistent farouchement. Les Allobroges, qui contrôlent la région de Chambéry, les Ceutrons, qui contrôlent la Tarentaise, ou les Médules, qui contrôlent la vallée de la Maurienne. Et il faut attendre Auguste, entre 25 et 14 avant Jésus-Christ, pour que les Alpes soient vraiment pacifiées. L'empereur fait ériger à la Turbie le fameux Trophée des Alpes, qui liste les 44 peuples soumis. Et sous l'Empire romain, la région prospère. Aquae, Aix-les-Bains, devient une station thermale réputée. Boutae, Annecy, se développe. Et surtout, les Romains percent des routes, le col du Petit Saint-Bernard, le mont Cenis, et ces voies de communication font de la Savoie un carrefour essentiel entre l'Italie et la Gaule. Et cette tradition de pays de passage va marquer toute l'histoire savoyarde. Alors quand l'Empire romain d'Occident s'effondre au 5e siècle, les Burgondes et les Alamans se partagent le territoire. Puis arrivent les Francs de Clovis, et la Savoie devient une marche frontière du royaume franc, une zone stratégique face aux Lombards d'Italie. Mais c'est Charlemagne qui va transformer vraiment la région. En 773, il traverse les Alpes par la Maurienne pour aller conquérir le royaume lombard. Et c'est une expédition légendaire qui va ancrer définitivement la Savoie dans l'histoire européenne. Alors on arrive au Moyen-Âge, et là, la montagne se couvre de monastères. Saint-Maurice d'Agone, Hautecombe, Tamier, des abbayes qui défrichent, évangélisent, développent l'agriculture d'altitude. Elles créent aussi les premiers hospices de montagne, comme celui du Grand Saint-Bernard, fondé vers 1050. Vous connaissez les fameux chiens du Grand Saint-Bernard, ces chiens sauveteurs ? Ils descendent directement des chiens des moines. Mais le véritable tournant, c'est l'an 1003. Oui, l'invention de la Savoie commence par un mariage. Rodolphe III de Bourgogne n'a pas d'héritier mâle. Et il va marier sa nièce, Ermengarde, à un petit comte local qui s'appelle Humbert aux blanches mains. La dot, quelques vallées alpines autour de Chambéry. Alors Humbert a l'air d'avoir fait un mariage de raison. En réalité, c'est le coup du siècle. Il vient de récupérer la clé de voûte des Alpes occidentales. Parce que regardez sur une carte, tous les grands cols passent par ces terres. Saint-Bernard, Mont-Cenis, Petit Saint-Bernard.
Impossible d'aller d'Italie en France sans passer chez lui. Humbert Ier aux blanches mains va fonder l'une des plus anciennes dynasties régnantes d'Europe. Tiens d'ailleurs, pourquoi aux blanches mains ? Mystère. Peut-être parce qu'il portait des gants blancs, symbole de noblesse, ou peut-être simplement parce qu'il avait la peau claire. Très vite, en tout cas, ses successeurs développent une stratégie payante. Ils se font portiers des Alpes. Péages, taxes de passage, protection des marchands. La montagne devient une source de richesse. Et surtout, les comtes de Savoie sont habiles diplomatiquement. Ils naviguent entre eux, empire et papauté, France et Italie, sans jamais se lier définitivement à un camp. Au XIIe siècle, sous Amédée III, la Savoie s'étend déjà du rive du Léman au Piémont italien. Le comté devient un véritable État alpin. Le XIIIe siècle, c'est l'apogée des comtes de Savoie. Pierre II, dit le petit Charlemagne, conquiert le pays de Vaud. Son frère, Philippe Ier, devient archevêque de Lyon. Oui, en fait, la famille place ses membres partout, dans l'Église, dans l'Empire, dans les cours européennes. Mais c'est surtout Amédée V, dit le Grand, qui transforme vraiment la Savoie. Il achète des territoires, il va en conquérir d'autres, il modernise l'administration, il crée surtout l'ordre du collier pour rassembler la noblesse savoyarde. La devise de cet ordre, c'est « Fert ». Bon, personne ne sait vraiment ce que ça veut dire. En latin, il porte. Oui, mais il porte quoi ? La croix, le passage entre les montagnes ? Peut-être est-ce un acronyme pour Fortitudo ius Rhodanum traiecit ? Sa bravoure lui fit traverser le Rhône ? Ou pour frapper, entrer, rompetou ? Bon, le mystère demeure, mais cette devise orne encore aujourd'hui les armes de la Savoie. Amédée VI, que l'on appelle le comte vert, vit dans la seconde moitié du XIVe siècle. Et lui, il va pousser l'expansion vers l'est. Il reprend Nice, il conquiert une partie du Piémont. Et surtout, il organise une croisade pour délivrer l'empereur byzantin, Jean V Paléologue, qui est prisonnier des Bulgares. Et oui, un Savoyard libérant Constantinople. Qui l'eût cru ? La Savoie du XIVe siècle, en fait, c'est déjà ça. C'est un État européen qui compte. Ses sujets parlent français au nord, franco-provençal au centre, italien au sud. Et ces domaines s'étendent désormais du Léman à la Méditerranée. L'année 1416 est une année historique. L'empereur Sigismond élève le comté de Savoie au rang de duché. Pourquoi ? Parce que Amédée VIII, comte de Savoie, a été le seul prince européen à soutenir sa difficile élection au trône impérial. Et donc Amédée VIII devient le premier duc de Savoie. Alors c'est un homme remarquable, il va promulguer les statuts de Savoie, constitution avant l'heure, qui organise l'État savoyard. Justice, finances, armée, tout y passe. Mais tenez-vous bien, en 1434, ce même Amédée VIII abdique pour devenir pape. Et oui, sous le nom de Félix V, il s'installe à Genève et il tente de réformer l'Église. Bon, ça ne marche pas, l'ancien pape n'a pas abdiqué, et Amédée VIII préfère renoncer à la tiare en 1449. Mais quel destin ! Alors ses successeurs vont consolider l'œuvre. La capitale s'installe définitivement à Chambéry, le château ducal s'embellit, et la Sainte-Chapelle abrite le Saint-Suaire, ce qui est le linceul pour les chrétiens qui auraient recueilli le corps du Christ après la crucifixion. Le Saint-Suaire qui ne part pour Turin, c'est le fameux nom du Saint-Suaire de Turin, qu'en 1578. Mais au XVIe siècle, la période de tranquillité s'achève. La Savoie se trouve prise dans les guerres d'Italie. Oui, François Ier et Charles Quint se disputent alors l'Europe et la Savoie, carrefour stratégique, subit leurs affrontements. En 1536, François Ier occupe purement et simplement le duché. Et le duc, Charles III, doit fuir à Nice. Pendant 20 ans, la Savoie disparaît même de la carte. Et c'est Emmanuel Philibert Tête de Fer qui reconquiert ses États grâce à la victoire de Saint-Quentin en 1557, aux côtés des Espagnols.
Le traité de Cateau-Cambrésis de 1559 lui rend ces terres, mais elles sont amputées. Oui, la France va garder des territoires, notamment les places fortes alpines. Désormais, la Savoie regarde vers l'Italie. Et d'ailleurs, Emmanuel Philibert déplace sa capitale de Chambéry à Turin en 1563. Turin qui est visiblement moins exposé que Chambéry. La conséquence, c'est que la Savoie française devient la périphérie d'un État italien. On est jaloux les mecs, ils assurent les Italiens. Au XVIIe siècle et XVIIIe siècle, la Savoie vit donc à l'heure italienne. Les ducs de Savoie deviennent rois de Sicile en 1713, puis de Sardaigne 1720. Roi de Savoie, c'est quand même un roi. Victor Amédée II se rêve en grand souverain européen. Il embellit Turin, il développe l'armée, il modernise l'administration. Mais qu'en est-il de nos vallées savoyardes ? Comme on l'a dit, c'est une province périphérique du royaume sarde. L'italien remplace le français dans l'administration, les élites savoyardes s'italianisent ou émigrent. C'est en fait une époque paradoxale. La Savoie historique brille en Europe, sous ses rois sardes, mais la Savoie géographique, elle, s'appauvrit. Les vallées gardent leurs traditions, notamment l'agriculture de montagne, qui se perfectionne. On a le commerce du fromage qui se développe. C'est l'époque où naissent les premières fruitières, ces coopératives fromagères. C'est aussi l'époque où on voit apparaître un phénomène unique, les petits savoyards. C'est des enfants des vallées pauvres qui partent chaque hiver ramoner les cheminées de Paris, Lyon et Genève. Ils reviennent au printemps avec quelques pièces qui font vivre leur famille. Et ces migrations saisonnières créent une véritable diaspora savoyarde dans toute l'Europe. Oui, on trouve des savoyards marchambulants jusqu'en Russie. Quand te reverrai-je, pays merveilleux? En 1789, la Révolution française bouleverse l'Europe et la Savoie. Alors au début, les Savoyards regardent avec curiosité ces événements de l'autre côté du Mont Blanc. Mais quand la guerre éclate entre la France révolutionnaire et l'Europe des rois, la Savoie se retrouve à nouveau en première ligne. En septembre 1792, l'armée française du général Montesquieu franchit les Alpes. En 6 jours, toute la Savoie est occupée. Le roi, Victor Amédée III, n'a même pas eu le temps de réagir. Et les Français organisent aussitôt un plébiscite. Le résultat, 47 000 voix pour le rattachement à la France, 235 contre. Impressionnant, non ? Attention, c'est un chiffre à prendre avec précaution. Le vote n'était ni secret ni universel, et l'armée française est là, sur place. Mais il témoigne quand même d'un certain enthousiasme populaire pour les idées révolutionnaires. En novembre 1792, la Convention décrète, je cite, « La Savoie fait partie intégrante de la République française ». Elle devient le département du Mont-Blanc, avec Chambéry pour préfecture. Et pendant 23 ans, la Savoie va vivre à l'heure française. Révolution, empire, guerre napoléonienne, nos montagnards découvrent la conscription, les droits de l'homme, le code civil. Beaucoup de jeunes Savoyards servent dans les armées de la République et de l'Empire. Ils reviennent de Russie, ils reviennent d'Espagne avec des nouveaux horizons. Et cette période va marquer profondément les mentalités. Énormément de Savoyards grandissent français. En 1815, avec la chute de Napoléon, c'est le retour du roi de Sardaigne. Par le traité de Vienne, la Savoie redevient sarde. Victor Emmanuel Ier retrouve ses anciens États. Mais rien n'est plus comme avant. Le roi veut effacer 23 ans d'occupation française. L'italien redevient langue officielle. L'ancien régime est restauré. Même les routes sont mesurées de nouveau au pied du roi plutôt qu'au maître. C'est peine perdue. Les idées nouvelles ont circulé. En 1821 éclate la révolution piémontaise et des officiers savoyards y participent, comme le général Ramorino ou le comte de Santa Rosa. C'est une révolution manquée. Victor Emmanuel Ier abdique, oui, mais son frère Charles Félix réprime très durement. Mais le ver est dans le fruit. Et avec le roi Charles Albert, les choses bougent. C'est un roi romantique qui va moderniser l'État sarde. Il promulgue le statut albertain en 1848. C'est une constitution libérale, une des rares qui reste en place après l'échec du Printemps des peuples. Et surtout, Charles Albert, roi de Piémont-Sardaigne, soutient l'unité italienne contre l'Autriche. Mais en Savoie, c'est l'incompréhension. Nos montagnards ne se sentent pas italiens.
Ils regardent vers la France, ils parlent français, ils lisent les journaux parisiens. Le fossé se creuse entre Turin et Chambéry. Et puis vient l'homme qui va tout changer, Napoléon III. L'empereur des Français a une idée fixe, redessiner l'Europe selon le principe des nationalités. Chaque peuple doit avoir son État. Les Italiens méritent leur unité, moyennant une compensation pour la France. Et en juillet 1858 a lieu une rencontre secrète à Plombières-les-Bains entre Napoléon III et Cavour, le premier ministre du roi de Sardaigne Victor-Emmanuel II. L'accord est clair. La France aidera le Piémont à chasser les Autrichiens d'Italie contre la Savoie et Nice. La guerre éclate en 1859. Magenta, Solferino, 2 victoires franco-piémontaises. L'Autriche va donc lâcher la Lombardie au royaume de Piémont-Sardaigne. C'est le début de l'unité italienne. Mais reste à appliquer les accords de Plombières qui ont motivé la France à aider les Piémontais. Et donc par le traité de Turin du 24 mars 1860, Victor-Emmanuel II cède ses États de Savoie et l'arrondissement de Nice à Napoléon III. Mais condition sine qua non, l'accord des populations. Un plébiscite doit avoir lieu. Et c'est une campagne intense des deux côtés. Les partisans du oui promettent la prospérité française. Les partisans du non évoquent l'attachement à la maison de Savoie. Et les 22 et 23 avril 1860, c'est les jours du vote. Dans toute la Savoie, 130 839 électeurs se prononcent. Résultat, 130 533 oui, 235 non, 71 nuls. 99,8% de oui. Un vrai score stalinien, du jamais vu dans l'histoire des plébiscites. Bon, là encore, les conditions du vote posent question. Il n'y avait pas de bulletin non officiel, il fallait se le procurer soi-même, il y a une pression administrative, il y a la présence de l'armée française. Mais l'ampleur du score témoigne d'une vraie aspiration populaire. Le 14 juin 1860 à Chambéry, Napoléon III et Eugénie reçoivent officiellement l'hommage de leur nouveau sujet. La Savoie devient française, définitivement cette fois-ci. C'est à ce jour la dernière région à avoir rejoint la France métropolitaine. Est-ce qu'ils sont savoyards? C'est un privilège qui remonte à Napoléon III, lors du rattachement de la Savoie à la France. C'est dingue, hein? Bon, l'intégration ne se fait pas du jour au lendemain. Administrativement, déjà, la Savoie est divisée en 2 départements. La Savoie avec la préfecture Chambéry et la Haute-Savoie avec la préfecture d'Annecy. L'organisation française remplace le système sarde. Économiquement, c'est la Révolution. La Savoie entre dans le marché français. Le chemin de fer arrive, c'est la ligne Paris-Chambéry-Italie par le Mont-Cenis en 1871, puis Saint-Gervais-Valorcine vers la Suisse. Surtout, la Savoie découvre le tourisme. Les Anglais, puis les Français apprécient les charmes de la montagne. Chamonix, déjà célèbre depuis la première ascension du Mont Blanc en 1786, devient une station internationale. Évian développe son thermalisme. Aix-les-Bains accueille l'aristocratie européenne. Même la reine anglaise Victoria vient prendre les eaux. Et cette belle époque alpine transforme radicalement l'économie savoyarde. Hôtels, guides de montagne, artisanat local, c'est toute une nouvelle prospérité. Les 2 guerres mondiales frappent durement. Des dizaines de milliers de Savoyards partent au front au cours de la Première Guerre mondiale. Dans chaque village, le monument aux morts témoigne de ces sacrifices. L'entre-deux-guerres voit naître les sports d'hiver modernes. Megève, qui écrit en 1916, concurrence Saint-Maurice. Chamonix organise les premiers Jeux Olympiques d'hiver en 1924. Puis c'est le fascisme en Italie. Et Mussolini, au pouvoir, revendique la Savoie. Il veut revenir sur les accords de Plombières, car il considère ce territoire comme faisant partie des terres irrédentistes italiennes, c'est-à-dire des terres peuplées d'Italiens qui doivent revenir à l'Italie. Et en 1940, évidemment, c'est le drame. La défaite française livre la Savoie à l'occupation italienne, puis allemande. Mais contrairement aux souhaits de Mussolini, Hitler refuse de lui donner la Savoie. Il juge ses prétentions excessives. Alors la région devient zone interdite, et les passages clandestins vers la Suisse se multiplient. Oui, la Savoie, surtout autour de Chambéry et des villes proches de la frontière, sert de lieu de transit et d'abri temporaire pour de nombreux juifs avant leur tentative de passage.
Après septembre 1943, lorsque la région jusque-là occupée par l'Italie passe sous contrôle nazi, la situation devient nettement plus périlleuse. Il faut savoir que c'est un passage dangereux, les contrôles sont nombreux, les refoulements fréquents, et il faut parfois tenter plusieurs fois sa chance pour être admis en Suisse. Et on a des guides locaux qui vont aider les fugitifs à franchir les sentiers de montagne et parfois au risque de leur vie. Parallèlement, la résistance savoyarde s'organise dans des maquis, comme au plateau des Glières, en mars 1944. Là, il y a 465 résistants face à des soldats allemands appuyés par la milice et des groupes mobiles de réserve vichistes, 4500 hommes environ, 10 fois plus. Alors, défaite militaire terrible, mais une victoire symbolique. Tom Morel et ses compagnons prouvent que la Savoie française sait mourir pour ses valeurs. Alors tous ces combats héroïques vont ancrer définitivement la Savoie dans l'identité française. En avant, bataillon des Glières, décidé à battre à mourir, pour chasser l'ennemi sanguinaire, nous vaincrons, bataillon, nous vaincrons, nous vaincrons. Après la guerre, c'est d'abord la reconstruction, puis le développement économique. Et la Savoie mise tout sur ses atouts, la montagne, l'hydroélectricité, le tourisme. Les barrages se multiplient, Tignes, Roseland, Grand Maison, ce que l'on appelle la houille blanche, va faire de la Savoie un château d'eau énergétique. Les stations de ski se développent aussi, Courchevel, Val d'Isère, La Plagne. Monsieur Duss, ce qui ne va pas, c'est le planter de bâton. C'est aussi une révolution architecturale, avec l'invention de la station de ski à la française. Et en 1992, la consécration. Albertville organise les Jeux Olympiques d'hiver. La Savoie se montre au monde entier. Jeux Olympiques d'Albertville. Jean-Claude Killy, triple champion olympique à Grenoble en 1968, devient l'ambassadeur de cette Savoie moderne et dynamique. Aujourd'hui, la Savoie assume pleinement ses identités multiples. Française, par choix démocratique, alpine par géographie, européenne par tradition. Elle accueille chaque année des millions de visiteurs venus du monde entier. Mais elle garde son âme, l'accent savoyard qui résonne encore dans les vallées, les traditions fromagères qui perdurent, le Beaufort, le reblochon, la Tome, les fêtes de village qui rythment les saisons. En fait, la Savoie d'aujourd'hui, c'est un chalet rénové avec du bois local, mais équipé d'Internet haut débit. C'est cette capacité unique à conjuguer authenticité montagnarde et modernité européenne. 1000 ans d'histoire pour apprendre que l'identité ne s'oppose pas à l'ouverture et que les racines permettent de mieux s'élever vers les sommets. C'est un peu la sagesse de la montagne qui sait que les plus beaux panoramas se méritent et que les chemins les plus ardus mènent aux plus belles destinations. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout cet épisode sur l'histoire de la Savoie. Si cette ascension historique vous a donné le vertige, partagez donc cet épisode autour de vous. Recommandez le podcast, laissez un petit mot sympa sur votre plateforme préférée. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle page d'histoire.